il y a 12 mois, le groupe Anticorps Drôme s'est porté volontaire pour organiser l'université Anticorps 2018 et nous avons été retenus. C'est pour ça aujourd'hui je vous accueille en tant que référent de Drôme avec un grand plaisir, en espérant que vous allez partager des moments intenses d'échange avec nos intervenants et les membres d'Anticorps. Je laisse la parole à Jean-Christophe Picard, le président d'Anticorps. Merci. Bonsoir à tous. Alors, merci tout d'abord à Christine Collonges d'avoir organisé cet événement à Valence. Anticorps est une association qui refuse toute subvention pour préserver son indépendance. Donc, dans ce cadre-là, organiser un événement de qualité, c'est toujours un défi qui a été relevé. Je te remercie, Christine. Alors, Anticorps est une association de loi 1901 qui a 2 agréments. L'agrément du ministre de la Justice, ce qui lui permet de se constituer partie civile dans certains cas, dans certains délits ou certains crimes. Et nous avons également un agrément de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui nous permet de lui signaler des situations de conflit d'intérêts ou des manquements à certaines obligations. Alors Anticorps a été créé peu après le 21 avril 2002. Rappelez-vous la qualification au second tour de l'élection présidentielle, la qualification du candidat de l'extrême droite. Rappelez-vous les titres de l'époque, le choc, le séisme, le désastre, la catastrophe. On nous avait promis que ça allait changer, mais comme on n'était pas complètement sûr, des citoyens et des élus se sont rassemblés pour créer une association, pour recréer l'indispensable lien de confiance entre élus et citoyens. Alors comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, nous sommes surtout connus pour nos plaintes et nos recours. Nous avons récemment fait condamner Mathieu Gallet et Paul Jacobi. Et nous avons récemment déposé des plaintes dans l'affaire Alstom, dans l'affaire Alexis Kohler, dans l'affaire Richard Ferrand et dans l'affaire des voitures radar, qui est une plainte qui nous vaut une certaine célébrité sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais au-delà de ces actions peut-être les plus médiatisées, nous préférons faire la promotion des comportements vertueux. Comment ? En organisant des conférences débats partout en France. La semaine dernière, j'étais à Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône, et je salue Jean Sanson, le co-référent d'Anticorps 13. Nous organisons également chaque année une cérémonie de remise des prix éthiques pour valoriser les comportements vertueux, parce qu'il y en a. Et je salue pour le coup la présence de Nicolas Barrican, qui est journaliste à Médiacité, qui est justement un média qui a reçu un prix éthique pour son action en faveur de l'investigation locale, qui est tout à fait utile et indispensable. Nous remettons également des casseroles pour stigmatiser les agissements les moins respectables. Nous avons de plus en plus de candidats aux casseroles chaque année. J'ai même l'impression que cette année, les candidats de l'an prochain sont déjà là. Ça bouchonne un petit peu. Nous profitons de chaque élection pour proposer aux candidats des mesures à mettre en œuvre pour moraliser la vie politique. Par exemple, nous avons proposé une charte à l'occasion de l'élection présidentielle qui contenait une dizaine de mesures, et certains candidats ont repris quelques-unes de nos mesures. Et nous ferons la même chose pour les prochaines élections européennes. Nous participons à des auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat lorsque nous sommes invités dans le cadre de projets de loi ou de propositions de loi qui entrent dans l'objet de notre objet. Pour tout vous dire, lorsqu'on sort d'une audition à l'Assemblée ou au Sénat, on a un petit peu envie de relire le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, mais on y va encore, on y croit. Et enfin, nous organisons chaque année une université pour aborder les thèmes que peut-être les autres partis n'ont pas toujours envie d'aborder. L'an dernier, nous avions parlé ainsi de la fraude fiscale ou de la protection des lanceurs d'alerte dans le cadre d'un thème général qui était la démocratie à l'heure du soupçon. Il faut se rappeler qu'un sondage Ipsos avant l'élection présidentielle révélait que 74% des personnes interrogées pensaient, estimaient que les hommes et les femmes politiques étaient pour la plupart corrompus. 74%. Je ne suis pas sûr que ce jugement sévère ait beaucoup changé depuis. Nous avons eu, nous, cette année, envie d'aborder d'autres questions autour du lobbying ou autour des
Grand projet inutile. Moi j'aime beaucoup cette appellation parce qu'il y a tellement de grands projets inutiles qu'on a créé une catégorie pour en parler, ce qui n'est pas toujours bon signe. En tout cas, l'existence même du grand projet inutile confirme les propos de Napoléon Bonaparte qui disait « En politique, l'absurdité n'est pas un obstacle ». En effet. Alors pourquoi on a eu envie de vous parler de lobbying et de grands projets inutiles? Parce qu'on a une actualité cette année qui nous a inspiré. Je vais prendre 3 dates. Le 17 janvier 2018, le gouvernement annonce avoir renoncé au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le même jour, la Cour des comptes rend un rapport d'enquête sur la Société du Grand Paris. Alors on en est déjà à 13 milliards de dérapages, hein, donc c'est pas fini, hein, il reste encore 5 ans à tenir. Et que nous disent les magistrats? Ils nous disent que la réévaluation successive des coûts pourrait remettre en cause la pertinence socio-économique du projet. Hein. Qu'en termes galants, ces choses-là sont mises, remettent en cause la pertinence socio-économique du projet. En gros, c'est sans doute un projet inutile qu'on n'aurait pas fait si on avait su combien ça allait coûter. Autre date intéressante, le 30 mai 2018, l'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi Alimentation et Agriculture. Et il s'est passé de nombreux phénomènes étranges. 60 députés issus de 4 groupes politiques différents ont proposé strictement le même amendement en faveur de l'épandage de pesticides. Quelle coïncidence, 60 députés. De même, une députée de la majorité a voté contre son propre amendement dont elle était la rapporteure. Très étonnant. Enfin, une députée de l'opposition s'est émue qu'un de ses projets d'amendement se soit retrouvé sur le bureau d'un lobby avant même qu'elle n'ait eu le temps, elle, de le transmettre à ses collègues. Autre date importante, en tout cas qui nous a interpellés cette année, le 28 août 2018, où nous avons vécu un grand moment sur France Inter, puisque le ministre d'État, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a démissionné en direct. C'est pas très souvent qu'on entend un membre du gouvernement parler avec une telle franchise et une telle gravité, sans réciter des éléments de langage. Et que nous a dit Nicolas Hulot? Il nous a dit, à un moment donné, il faut mettre ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie. Qui gouverne? Qui a le pouvoir? Alors évidemment, peu après, certains étaient un peu dans le déni et ont reproché à Nicolas Hulot d'avoir manqué de courtoisie. Vous savez ce qu'on dit, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, mais je crois que ce proverbe est complètement obsolète aujourd'hui. Il faudrait dire, quand le sage montre la lune, l'idiot lit ses fiches. À Anticor, nous pensons qu'il faut aborder ces questions, qu'il faut en débattre dans le cadre de cette université qui a pour thème donc pourquoi l'intérêt général n'est pas toujours prioritaire, ce qui, je pense, est une question qui fait écho à une interrogation que chacun d'entre nous a, surtout lorsque le contexte économique et écologique se dégrade. Nul doute que nous aurons l'occasion d'aborder justement cette fameuse question de Nicolas Hulot: qui a le pouvoir? Qui gouverne? Je suis très fier d'ouvrir les travaux de cette université 2018 d'Anticor. Et je nous souhaite à tous des débats fructueux. Je vous remercie.